Allô tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait pas mal jaser, la défense de 1% le plus riche. On va décortiquer ensemble l'argumentation d'un économiste très connu, N. Gregory Mankiw. Le but ici, c'est pas de prendre parti, c'est vraiment de comprendre comment il a bâti son raisonnement pièce par pièce, un peu comme un mécanicien qui ouvre un capot pour voir comment le moteur fonctionne. OK. Alors, pour commencer, Monkey nous propose une petite expérience de pensée. Imaginez ça une seconde. Une société où tout, mais vraiment tout, est parfaitement égal. Tout le monde a exactement le même revenu. Pas de riches, pas de pauvres. C'est un monde d'égalité totale. C'est sa base, son point de départ pour nous amener là où il veut. Et c'est là que le trouble fait arrive. Disons qu'un entrepreneur a une idée de génie. Pensez à l'inventeur du téléphone intelligent ou à l'auteur d'une série de livres à succès. Tout le monde veut son produit. Les gens sont contents, ils l'achètent volontairement, et pouf, notre belle égalité parfaite vient de s'envoler. L'inventeur est maintenant beaucoup, beaucoup plus riche que tout le monde. Et ça, c'est la question que Mankiw nous lance. Est-ce que c'est un problème? Et si oui, est-ce que le gouvernement devrait faire quelque chose? Bon, cette petite histoire, ça peut sonner comme une fable, hein, mais pour Mankiw, c'est pas juste une fiction. C'est pas mal ce qui s'est passé dans la vraie vie. Alors on va passer de l'expérience de pensée aux vraies données pour voir comment le fameux 1% est devenu le centre de toutes les discussions. C'est ici qu'on entre dans le cœur de son argument. Et voici les données brutes, le fameux graphique qui a mis le feu aux poudres. Regardez bien ça. En 1973, le 1% le plus riche touchait 7,7% de tous les revenus. Avance rapide jusqu'en 2010, on est rendu à 17,4%. Ça a plus que doublé. C'est une augmentation massive. C'est ce chiffre-là, cette réalité, qui motive toute l'analyse de Mankiw. Il veut comprendre ce qui s'est passé. Et Mankiw le dit lui-même dans ses propres mots. C'est clair, hein? Il ne nie pas le phénomène. Au contraire, il dit « OK, c'est un fait, les riches sont devenus beaucoup plus riches. » La vraie question de recherche de son article, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on doit faire quelque chose et si oui, quoi? OK, le décor est planté. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, la méthode de Mankiw. Avant de nous présenter sa propre théorie, il va d'abord s'attaquer à l'explication la plus populaire pour justifier la redistribution de la richesse. C'est une stratégie classique. On déconstruit l'argument adverse pour mieux bâtir le sien. Donc, la grande question, pourquoi cette explosion des revenus au sommet? Grosso modo, il y a deux hypothèses concurrentes. D'un côté, on a la vision recherche de rente. L'idée, c'est que les riches ont utilisé leur influence pour manipuler le système à leur avantage. De l'autre côté, on a la vision offre et demande, celle que Mankiw et d'autres économistes soutiennent. Ça dit que c'est pas une histoire de manipulation, mais de technologie. Le progrès a rendu certains talents, très rares, extrêmement précieux. Pensez à un codeur de génie ou à un athlète d'élite. Le marché est prêt à payer une fortune pour leurs compétences uniques. Alors, la forteresse philosophique que Mankiw veut prendre d'assaut, c'est l'utilitarisme. Le nom fait un peu peur, mais l'idée de base est assez simple. Le but d'un bon gouvernement, c'est de maximiser le bonheur total de la société. Et pour les impôts, ça mène à une conclusion assez directe. 1 $ de plus pour un milliardaire, ça ne change pas grand-chose à son bonheur. Mais ce même dollar, pour quelqu'un qui peine à joindre les deux bouts, ça fait une énorme différence. La logique utilitariste dit donc, prenons l'argent là où il génère le moins de bonheur pour le donner là où il en génère le plus. Mais là, Mankiw arrive et dit « Wow, minute, cette belle logique, elle a des failles et des grosses. » Premièrement, comment on mesure le bonheur? Sérieusement, c'est impossible. Deuxièmement, si on suit cette logique, pourquoi s'arrêter aux frontières? On devrait donner tout notre argent aux plus pauvres du monde entier. Troisièmement, ça mène à des conclusions un peu bizarres, comme taxer les gens grands juste parce qu'ils gagnent plus en moyenne. Et surtout, la conclusion ultime de cette logique, c'est que les gens les plus productifs devraient travailler comme des forcenés pour avoir le même niveau de vie que tout le monde, ce qui les rendrait moins heureux au final. Pour Mankiw, l'argument s'effondre. Et cette citation, elle est parfaite pour résumer sa critique. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas juste piger dans une théorie ce qui fait notre affaire. Si on adopte l'utilitarisme pour justifier la redistribution, il faut aussi accepter ses conclusions plus, disons, dérangeantes. Sinon, on n'utilise pas la théorie pour s'éclairer, mais juste pour s'appuyer, comme un ivrogne sur un lampadaire. C'est une critique directe de la rigueur intellectuelle de l'approche. Bon, il a mis à mal le fondement philosophique. Maintenant, il passe à la pratique. Il va s'attaquer à 3 affirmations qu'on entend souvent dans le débat public pour justifier de taxer davantage les riches. Et pour chaque affirmation, il va opposer des données. On regarde ça. Premier argument. Les riches payent moins d'impôts, en pourcentage, que la classe moyenne. Mankiw va voir les données du CBO, une source non partisane, et qu'est-ce qu'on voit? C'est exactement le contraire. Regardez les chiffres. Le groupe le plus pauvre paie en moyenne 1% de ses revenus en impôts fédéraux. Le groupe du milieu, 11%. Et le 1% de plus riche, presque 29%.
Le système est donc clairement progressif. Plus on gagne, plus le taux d'imposition est élevé. Pour Mankiw, l'affirmation de départ est tout simplement réfutée par les faits. Deuxième point, les salaires des PDG. L'idée populaire, c'est que c'est exagéré, que c'est un problème de gouvernance. Pour tester cette hypothèse, Mankiw utilise une comparaison intéressante. Il regarde les salaires des PDG dans les compagnies publiques, en bourse, et les compare à ceux des compagnies privées où c'est souvent le propriétaire qui signe le chèque. Si c'était un problème de gouvernance, on s'attendrait à ce que les salaires soient plus bas dans le privé, non? Eh bien, c'est souvent l'inverse. Pour Mankiw, c'est une preuve empirique que ces hauts salaires reflètent la valeur immense qu'un bon dirigeant peut apporter et non un système défaillant. OK. Donc, si l'utilitarisme ne fonctionne pas, sur quoi devrait-on baser notre système fiscal? Mankiw ne fait pas qu'il est critiqué. Il propose une alternative, un autre cadre de pensée pour aborder la question de la justice économique. Et ce cadre, il l'appelle la perspective du juste mérite. Et pour nous faire comprendre sa pensée, il utilise une analogie qui frappe l'imagination. On justifie souvent la redistribution comme une sorte d'assurance sociale. Mankiw pousse cette logique plus loin. Il dit « OK, et si on appliquait ça à la santé? Est-ce que ça veut dire que l'État a le droit de prendre un rein à une personne en santé pour le donner à un malade? Absolument pas. » Pour lui, cette analogie montre qu'il y a un principe fondamental de propriété de soi-même et ça s'applique autant à nos organes qu'aux revenus générés par notre talent et notre travail. Et ça nous amène directement au cœur de sa thèse, le juste mérite. L'idée est que dans une société juste, les gens devraient être compensés en fonction de leur contribution. Si ce que vous faites apporte beaucoup de valeur aux autres, il est juste que votre compensation soit élevée. Dans cette optique, le rôle du gouvernement change. Il n'est plus là pour égaliser les résultats, mais pour s'assurer que les règles du jeu sont justes. Son travail, c'est de corriger les vrais problèmes de marché et de financer les biens publics. Alors, mettons les deux visions face à face pour que ce soit bien clair. Pour l'utilitarisme, la fiscalité est un outil pour maximiser le bonheur. C'est un calcul coût-bénéfice. Pour la perspective du juste mérite, c'est complètement différent. Le but de la fiscalité, c'est de financer les fonctions légitimes de l'État, les routes, la défense, la justice. La redistribution n'est pas l'objectif premier. On arrive au bilan. Tout ce débat philosophique, ça peut sembler un peu abstrait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix d'un cadre de pensée plutôt qu'un autre a des implications énormes et très pratiques sur les politiques qu'on met en place. C'est là que ça devient vraiment important. Et c'est ça le point crucial. La philosophie que l'on adopte change complètement les questions que les économistes et les politiciens se posent. Si on est dans un cadre utilitariste, on se demande à quel point un taux d'imposition élevé va décourager les gens de travailler. Si on adopte la perspective du juste mérite, la question devient: est-ce que les revenus de cette personne proviennent d'une réelle contribution ou d'une faille du marché, comme un monopole? Ce n'est plus du tout le même débat. Pour rendre ça encore plus concret, prenons l'exemple d'un taux d'imposition à 75 %. Un utilitariste pourrait dire peut-être, si les calculs montrent que ça maximise le bonheur total, pourquoi pas? Mais quelqu'un qui adhère au juste mérite va avoir une réaction complètement différente. Pour cette personne, un tel taux est une forme de confiscation. C'est injuste en soi, peu importe les conséquences économiques. La discussion n'est plus sur l'efficacité, mais sur le principe. Et au bout du compte, toute cette analyse nous ramène à une seule question fondamentale. Est-ce qu'on doit concevoir notre système d'impôt en se basant sur la contribution de chacun à la société ou est-ce qu'on doit le baser sur les besoins de la société? La grande force de l'article de Mankiw, qu'on soit d'accord avec lui ou non, c'est de mettre cette question philosophique au premier plan, de nous rappeler que derrière tous les chiffres, il y a d'abord un choix de valeur. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse.